Alors, je voulais vous parler en effet de ce lieu particulier que l'on appelle le laboratoire de paysage, qui se trouve à Annarp, dans le sud de la Suède, que j'ai découvert en 2008 et qui a, transformé ma vision de ce qu'est l'architecture de paysage. Par ailleurs, par formation, donc moi je suis paysagiste, je fais une partie de mes études aux États-Unis. Est-ce que vous entendez bien ? Donc j'ai fait une partie de mes études aux États-Unis, je suis revenu ensuite travailler en France, j'ai travaillé en agence de paysage et aujourd'hui j'enseigne en école d'architecture et de paysage. Et donc j'ai appris ce métier d'une certaine manière, j'ai appris à le penser d'une certaine manière. Et la visite que j'ai faite à Annarp, donc il y a déjà un certain temps, en 2008, a transformé ma vision de voir et mes réflexions sur les jardins historiques et entre autres sur les jardins anglais, également sur les jardins français, qui ne sont pas aussi rigides qu'on aime bien parfois le dire. Alors j'ai visité ce lieu, je l'ai visité plusieurs fois, et si je suis peut-être un peu légitime pour en parler, c'est parce que j'ai eu l'honneur d'être invité donc par ceux qui ont imaginé et conçu et fabriqué ce jardin et qui continuent à le fabriquer au quotidien, à être l'une des co-directrices d'un ouvrage qui a été publié il y a 1 an et demi et qui raconte toute cette aventure, qui est une aventure sur 40 ans et même plus. Et donc j'ai apporté le livre, si après la fin de la séance vous voulez feuilleter un peu, voilà, vous êtes les bienvenus. Alors Annarp se trouve dans le sud de la Suède, donc c'est pas la Suède qu'on imagine des grandes forêts de résineux, c'est une partie de la Suède qui ressemble à ce que l'on connaît dans l'Europe du Nord, Europe continentale. Donc c'est vraiment l'extrême pointe sud, pas loin de Copenhague, entre les deux villes de Malmö et Lund. Et si on zoome, donc vous voyez Malmö ici, Lund au nord, et Annarp qui se trouve entre les deux, ici. C'est écrit donc en suédois, le château et le parc d'Annarp. Alors, en zoomant encore un peu plus, on voit que c'est une sorte d'île agricole entourée des extensions de la ville, donc de zones industrielles, de nouveaux lotissements. Au milieu de tout ça, si on a gardé cette île intacte, encore pour le moment, c'est que ça appartient à l'université d'agronomie suédoise. Alors c'est un endroit qui a été fondé comme une école d'agriculture, d'agronomie au milieu du 19e siècle, qui a changé de statut plusieurs fois et donc qui est aujourd'hui intégré à l'université d'agriculture suédoise, qui est une université unique mais qui a des campus un peu partout dans le pays et donc c'est l'un de ces campus. Alors le campus est organisé avec plusieurs parties. Alors à l'extérieur, c'est des champs agricoles normaux qui sont loués à des agriculteurs. La partie plus liée spécifiquement à l'université, c'est d'une part ce que vous voyez en haut du mot Annarp, c'est des zones d'expérimentation agronomique. Et puis ce que vous voyez de l'autre côté, sur lequel je vais zoomer, eh bien c'est la partie château et parc. Alors ce qu'on appelle château, c'est le bâtiment qui se trouve là, un peu, il est gris, on le voit pas, vous le voyez peut-être pas trop sur la photo, c'est pas ce qui apparaît le plus fort, mais c'est le premier bâtiment d'enseignement de cette école d'agronomie. Aujourd'hui, c'est l'un des nombreux bâtiments d'enseignement parce que les autres bâtiments qui étaient des bâtiments de ferme sont aussi aujourd'hui des bâtiments d'enseignement et en particulier le bâtiment que l'on voit le mieux autour d'une cour avec des toits de briques, c'est là où se trouve aujourd'hui le département de paysage. Alors le parc lui-même est composé de plusieurs parties. Une partie ici qui a été plantée autour du château donc il y a 150 ans, qui est un parc composé essentiellement sur la partie centrale, c'est des grands chênes aujourd'hui très beaux, très majestueux. À côté, cette autre partie un peu différente qui est un arboretum, donc nécessaire dans une école qui enseigne les végétaux. Et puis, à côté de cet arboretum, une autre zone tout en longueur, en 2 parties, une plus étroite ici, une plus large ici, qui est coupée en 2 par une voie de chemin de fer et qui est le laboratoire de paysage. Alors voici une vue aérienne de la partie laboratoire de paysage
L'arboretum se trouve ici, et vous voyez ici et ici, donc le laboratoire du paysage avec au-delà la mer d'où soufflent des vents salés. En fait, c'était l'origine de l'installation du laboratoire du paysage. C'était pour protéger le parc du château avec ses vieux chênes, pour le protéger des vents salés qui arrivaient de la mer. Et un jeune paysagiste, jeune à l'époque, que je vais vous montrer tout à l'heure, a proposé, il était enseignant donc dans cette institution, et il a proposé de transformer cette nécessité en projet. Donc pas seulement de faire une bande disons, arbustive de plantation d'arbres telle qu'on le fait d'habitude pour protéger des vents salés, mais de profiter de cette bande pour faire toutes sortes d'expérimentations. Alors juste rapidement, en effet, c'est un lieu tout petit. Cette partie-là, donc ça c'est un plan où vous voyez en couleur la partie du laboratoire du paysage. C'est en tout 20 hectares. C'est vraiment tout petit, mais divisé en zones différentes qui permettent de faire des expériences. Alors, en effet, c'est très riche, puisque chacune de ces zones, chacun de ces différents carrières, alors je vais vous montrer un plan agrandi, vous le verrez mieux, mais représente des plantations différentes qui ont créé au cours des décennies passées des ambiances extrêmement différentes. Vous en voyez quelques exemples ici. Alors donc voici le créateur du lieu, Roland Gustafsson ici, donc qui a commencé en tant que jeune enseignant, qui est aujourd'hui à la retraite, professeur émérite, et à côté, eh bien, toutes sortes de personnes qui ont eu un rôle important dans la création, dans le développement, dans la vie au quotidien de ce laboratoire. Alors juste à côté de lui, vous voyez Eric Svensson, qui est le, forestier, jardinier, artiste, qui est responsable du jardin au quotidien, et puis un certain nombre d'autres personnes. Et c'est quelque chose de vraiment important, et c'est d'ailleurs quelque chose sur lequel Roland Gustafsson a insisté quand on travaillait sur ce livre, c'est que vraiment ce lieu n'est pas le projet d'une personne, c'est le projet d'une collectivité, c'est le projet de gens qui collaborent ensemble, qui créent ensemble une aventure collaborative. Ce n'est pas toujours les mêmes personnes, il y a des personnes qui étaient là au début, des personnes qui étaient là plus tard, il y a encore d'autres personnes aujourd'hui, mais c'est toujours une aventure collaborative. Et c'est très important et ça fait partie de l'éthique de ce projet, parce que c'est un projet, au-delà d'être un projet spatial, c'est un projet qui a une intention éthique très forte sur laquelle je reviendrai à la fin. Alors peut-être juste encore un détail, cette personne ici est aussi l'un des co-directeurs de l'ouvrage qui travaille aujourd'hui à l'ONF danoise dans un projet de reforestation du pays extrêmement ambitieux, et à côté de lui, son ancien doctorant qui est aujourd'hui responsable du laboratoire du paysage. Donc Anders Busse-Nielsen et Björn Wistrom. Alors il se trouve que Roland Gustafsson, le paysagiste donc, qui est vraiment à l'origine de ce projet, est aussi fils de forestier, fils du directeur de la plus grande école de sylviculture du sud de la Suède. Donc il a grandi en forêt. C'est un très fin connaisseur de la forêt telle que vue par des forestiers, de la forêt telle que vue par les écologues. Mais en tant que paysagiste, il était aussi intéressé par la forêt en tant qu'espace, et en tant qu'espace que l'on peut dessiner, créer, transformer avec une vision de qualité spatiale, de création de qualité spatiale. Donc pour lui, la forêt, c'est pas seulement quelque chose qui délimite des espaces ouverts, mais c'est quelque chose qui en fait partie. Les limites sont à dessiner, la relation qu'il peut y avoir entre espace ouvert et espace forestier peut être très variée, jusqu'à ce qu'on puisse même avoir des espaces internes à la forêt. C'est des choses qui sont peut-être relativement peu pensées, parce qu'il n'y a pas forcément une connaissance suffisante de la dynamique forestière auprès de concepteurs. En tout cas, c'est matière à conception. C'est pas juste les végétaux tout seuls, c'est pas juste l'architecture toute seule, c'est la forêt en elle-même qui peut être matière à conception. Et pour ça, eh bien, il faut la prendre en compte dans sa tridimensionnalité, avec ses différentes couches, alors qui sont aussi écologiquement différentes, mais qui spatialement jouent aussi un rôle différent dans l'expérience spatiale que peuvent faire de cette forêt les visiteurs.
Et c'est une réflexion qu'il a eue au cours de sa carrière, depuis les débuts de sa carrière, en étudiant des forêts et en les étudiant de manière extrêmement précise. Alors comme vous voyez sur ce dessin, ce n'est pas juste un dessin qu'il a fait comme ça, c'est un dessin qu'il a fait en allant regarder chaque arbre, chaque branche et en les dessinant exactement là où elles se trouvaient. Alors ça, c'est un dessin, le type de dessin qu'il a fait au début quand il a commencé à faire ce type d'analyse. Plus tard, ça ressemblait plutôt à ça, c'est ce que vous voyez aussi sur la couverture de l'ouvrage. C'est les arbres qui sont dessinés tels qu'ils sont le long d'une coupe à l'intérieur de la forêt, où chaque arbre, chaque branche est dessinée exactement, les branches, la hauteur à laquelle elles partent, leur longueur, l'angle avec lequel elles quittent le tronc, la manière dont elles-mêmes se subdivisent en branches plus petites, tout ça est dessiné de manière extrêmement précise. Parce que ce qui l'intéressait, c'était de comprendre donc, cette structure forestière et de comprendre comment elle se construit par interaction avec les arbres. Parce qu'évidemment, une forêt, ce n'est pas un arbre tout seul, ce n'est pas même une série d'arbres tout seul, c'est comme une société, des arbres ensemble, en interaction. Et voir comment vraiment ils se structurent les uns à côté des autres, c'est une manière de comprendre les interactions. Alors, il a fait ça, pour certains sites en tout cas, il l'a fait à travers plusieurs décennies. Et vous voyez ici deux exemples de dessins. Alors, il appelle ça profile diagrams, des diagrammes des coupes dans la forêt. Vous voyez ici la même coupe dans la même forêt représentée en 1996 et 2010. Et en fait, il y en a d'autres. Donc, il en a fait plus anciennes, qui sont plus anciennes, et puis il en a fait entre les deux. Il me semble que celle de 2010 est la dernière, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il ait le projet d'y retourner encore une fois. Alors là, au-delà, en plus de la précision du dessin, qui déjà nous apprend des choses très intéressantes et très riches sur ces forêts, le fait que l'on voit l'évolution d'une coupe à travers le temps, c'est quelque chose d'absolument unique. C'est des données absolument uniques. Je ne sais pas s'il en existe de nombreux exemples qu'on ait cette connaissance aussi précise d'un bout de forêt à travers des décennies. Et on a besoin de ça vraiment pour comprendre l'évolution des forêts. Une forêt évolue au rythme des arbres et pas au rythme des projets de recherche sur 3 ans. Donc, pour comprendre l'évolution des forêts, bien, il faut vraiment les suivre à l'échelle de leur propre évolution. Et c'est quelque chose d'exceptionnel que les chercheurs puissent se permettre de faire ça. Alors, ces études très fines qu'il a faites sur un certain nombre de forêts l'ont fait réfléchir à comment passer de la connaissance des forêts, à la possibilité de la forêt comme matériau de projet. Et pour ça, ce qu'il s'est dit, c'est qu'il fallait faire des prototypes. Alors, à travers l'étude de toutes ces forêts, de toutes ces structures forestières, il a déterminé un certain nombre, une typologie de structures forestières. Alors, encore une fois, pas penser du point de vue écologique, mais penser du point de vue du paysage, donc du point de vue du projet de paysage, du projet d'espace. Et en ayant cette typologie de structure forestière, il s'est dit que ce serait intéressant d'essayer comment il serait possible de créer ces différents types de structures forestières en proposant des prototypes à l'échelle 1 spatialement et temporellement. Et c'est ce qu'il a fait dans le laboratoire du paysage. Et donc, si on revient sur ce plan que je vous ai montré tout à l'heure en tout petit, vous voyez que le laboratoire du paysage est divisé en petits carrés, alors plus petit ici, plus grand ici, mais chacun de ces carrés est un lieu d'expérimentation pour un prototype de structure spatiale particulier. Alors, bon là, les couleurs permettent de les classifier en gros entre des espaces, des lieux avec des typologies plutôt hautes, avec la végétation, une canopée plutôt haute, d'autres avec une végétation plus basse, tout ça avec des niveaux, ce qu'il appelle des niveaux de complexité, c'est-à-dire le nombre de végétaux qui permettent de créer les espaces de chacun de ces prototypes. Alors vous voyez ici un autre plan où, à côté de chacune des parcelles spécifiques, vous voyez, alors les parcelles sont numérotées, c'est très scientifique, elles ont un nom, V32 par exemple. À côté donc de chacune de ces parcelles, eh bien, vous avez aussi la liste des végétaux qu'il a constitués au moment des plantations
Et là, vous le voyez un peu mieux, j'ai zoomé sur une partie de ce plan. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de ces parcelles qui sont composées d'une seule espèce, donc c'est ce qu'ils appellent de complexité basse, comme ici T32, T29. Il y en a d'autres qui sont composées de 2 espèces, d'autres de 3, et puis d'autres d'un très très grand nombre d'espèces. Donc les parcelles les plus complexes dans leur composition. Alors ici, les couleurs correspondent aussi à une approximation des différentes structures forestières qui sont explorées dans les différentes parcelles. Une autre chose que vous pouvez remarquer, donc ici, les parcelles sont plus petites. En fait, ça c'est la première partie du laboratoire, le premier aménagement. Et il y avait beaucoup d'idées que Roland Gustafsson et ses collègues voulaient explorer, donc il y a beaucoup de petites parcelles. Mais ils se sont rendus compte, avec le temps, après une dizaine d'années, qu'en fait, dans chacune de ces parcelles, elles étaient trop petites pour que, quand on les traversait, on puisse vraiment s'immerser dans les ambiances proposées. Donc, quand ils ont eu l'occasion de développer le laboratoire du paysage avec une autre section ici, ils ont décidé de faire moins de parcelles différentes, mais de les faire plus larges pour voir vraiment s'il était possible de s'immerser dans les différentes ambiances proposées. Et donc, c'est un peu irrégulier, mais en gros, c'est des parcelles de 50 x 50 mètres. Et c'est vrai que ça marche. Une fois qu'on est dedans, on est vraiment pleinement dedans. Alors, une autre chose intéressante sur laquelle je reviendrai, c'est ici, vous voyez quelques parcelles tout en longueur, parce qu'il y a eu toute une réflexion sur la manière de créer des cheminements. Mais ça, j'y reviendrai. Alors, dans le livre, vous voyez un certain nombre d'exemples des différents types de structures forestières qui sont proposées, avec des photos prises dans les parcelles correspondantes du laboratoire du paysage, et s'il existe donc des sections, soit de cette parcelle, soit d'autres parcelles, enfin d'autres morceaux de forêt qui ont été dessinés ailleurs, mais qui ont inspiré la création de ces parcelles à Alnarp. Alors voici un autre exemple, et encore un autre exemple. Alors je voulais vous dire juste quelques mots sur cet exemple-ci, parce que donc Alnarp, c'est une expérience. Les expériences parfois fonctionnent bien, parfois moins bien. Et ici, c'est une parcelle où les plantations d'origine n'ont pas pris, ou très peu d'entre elles ont prise. Donc au début, ça a été considéré comme un échec, mais c'est un lieu intéressant. Donc le regard de Gustafsson et de son équipe a changé en se disant voilà, c'est pas ce qu'on avait prévu, mais il y a quelque chose d'autre, un espace beaucoup plus ouvert, qui d'ailleurs correspond au fait qu'avant la sylviculture industrielle, les forêts étaient composées à la fois de zones très boisées et de zones ouvertes. Eh bien voici un exemple de structure de zone ouverte qui a son propre intérêt et qu'il est intéressant de continuer à suivre dans son développement. Donc d'en faire aussi objet d'expérience. Alors, je vous parlais des chemins. Donc, voici un exemple de chemin. C'est justement cette parcelle un peu longue qu'on a vue tout à l'heure. Les chemins, c'est absolument essentiel dans les jardins, parce que c'est à travers les chemins qu'on fait l'expérience. Alors, pas seulement les jardins, de tous les espaces. C'est à travers les chemins que l'on fait l'expérience de ces espaces. Donc, penser le parcours du chemin, imaginer des parcours différents, permet de créer des expériences différentes du même espace. Alors très souvent, quand on fait un projet, évidemment, on va dessiner les formes générales, on va dessiner les plantations, on va dessiner les chemins. Ce que ici a été proposé à Alnarp, c'est de ne pas dessiner les chemins à l'avance, de planter, et de planter partout avec la même règle. Alors ça, c'est une chose intéressante aussi, c'est planter comme de la sylviculture industrielle, avec des alignements disposés régulièrement, avec les plans sur les alignements également toujours équidistants. Donc c'est ce qu'on a commencé à faire, ici sur une zone assez étroite, donc ce que je vous montrais sur le plan tout à l'heure, mais on a planté. Et c'est seulement après une douzaine d'années, que l'on a commencé à réfléchir au chemin. Et donc au lieu de dessiner le chemin à l'avance, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sculpté le chemin dans la végétation existante. Donc ici, peut-être en coupant certains des arbres, en enlevant les branches basses des arbres pour créer un espace à l'intérieur de l'espace forestier englobant. Et c'est vrai, ça crée une relation tout à fait différente au chemin. On n'est pas à côté de la forêt, on n'est pas à côté de la végétation, on est vraiment dedans.
Alors, il y a eu un certain nombre d'expériences. Il y a celui-ci. Alors, un des intérêts pour ce type de recherche, parce que c'est de la recherche, c'est une expérimentation, c'est que dans les espaces urbains, périurbains, il arrive assez souvent qu'on ait des lieux assez petits, des surfaces assez petites, et c'est intéressant de voir comment, malgré ça, on peut en faire des lieux qui offrent une ambiance particulière. Donc, par exemple, ici, ça pourrait être le long de certaines infrastructures où on a des zones plantées, où on pourrait se dire qu'on ne peut rien faire, mais en y réfléchissant de cette manière-là, eh bien, on peut y créer un cheminement qui transforme cet espace en lieu de vie et pas seulement en zone abandonnée. Alors voici quelques autres exemples. Ici, c'est des noisetiers. Je vous remontrerai ce lieu un peu plus tard. Donc une allée couverte de noisetiers, une autre allée de noisetiers différente. Ici, un cheminement qui passe dans une plantation de bouleaux. Et regardez bien, ici, c'est un chemin un peu irrégulier au milieu de ces bouleaux qui semblent plantés irrégulièrement, mais comme je vous ai dit, tout a été planté en ligne, strictement en ligne. Mais ici, ça ne se voit pas tellement. Et je reviendrai avec un autre exemple de cheminement parmi les bouleaux. Alors, une autre chose qui a été une expérience imprévue. Quand la plantation a été réalisée, donc on a planté des petits plants forestiers, évidemment, pour les protéger, il y a un grillage qui a été mis tout autour. Et ce grillage est resté un certain temps, enfin le temps qu'il fallait pour que les plants commencent à se développer. Et donc c'est un endroit où bien, les oiseaux sont venus s'installer, puisqu'ils avaient cette possibilité de venir s'y poser et s'y reposer. Et puis, bien, une fois installés ici, bien, ils ont fait des petites crottes dans lesquelles il y avait les graines, des plantes, des fruits qu'ils venaient de manger. Et un certain nombre de ces graines ont germé. Et on s'est retrouvé avec une haie qui fait le tour du laboratoire du paysage, une haie, un peu comme aujourd'hui on veut faire des haies fleuries, on veut mettre plein d'espèces différentes. Enfin, on cherche à faire ce type de haie. Eh bien là, elle s'est faite, je dirais, tout seul, pas tout à fait toute seule, puisqu'elle s'est faite grâce au grillage qui a été implanté autour des plantations. Mais ça a donné quelque chose d'intéressant, d'imprévu et d'intéressant, qui est une vraie collaboration entre les hommes et la nature. Quelque chose qui a été proposé par le dessin fait dans le cadre de ce projet de paysage et qui a été, en un sens, approprié par les oiseaux qui ont participé à cette création. Alors, toute cette création, oui, ça fait donc 40 ans que le laboratoire de paysage existe et ça fait 40 ans qu'il est continuellement en évolution. Comme toute végétation, évidemment, la végétation étant vivante, elle évolue, elle grandit, elle meurt, et donc elle mérite d'être accompagnée. Et c'est la pensée qui est derrière le laboratoire du paysage. Ce n'est pas un dessin qu'on a fait une fois pour toutes, et ensuite on essaie de faire ce qu'il faut pour que les plantes fassent ce qu'on a décidé qu'elles doivent faire. Il y a évidemment un projet, puisqu'au début il y a eu ce dessin, il y a eu des plantations, donc il y avait un projet à longue échelle, à grande échelle temporelle. Mais c'était un projet souple, un projet qui permettait de garder des questions ouvertes et éventuellement d'être remises en cause. Et donc, pour ça, ça veut dire qu'il faut considérer l'évolution du projet, la gestion du projet, comme quelque chose de créatif. Et c'est un terme très important pour Roland Gustafsson et son équipe, la gestion créative, creative management. Et on le voit à tous les niveaux dans cette forêt expérimentale. Alors même les exemples que je vous ai racontés jusqu'à maintenant, c'est des moments de gestion créative, mais le terme en particulier est utilisé pour parler de certains lieux spécifiques où des artistes ont été invités pour créer des espaces dans la forêt. Donc dans ces lieux, on a demandé à des artistes, alors il y a une résidence artistique, disons sur 3 ans, où on a demandé à des artistes de venir et pas de poser un objet d'art dans la forêt, mais d'utiliser la forêt elle-même comme matière à sculpter. Donc ils sont venus et ils pouvaient faire, alors avec les gestes habituels du forestier, ils pouvaient couper des arbres, ils pouvaient couper des branches, ce que l'on peut faire avec des arbres en forêt, mais c'était ça leur matière première. Et je vais vous montrer quelques-uns des exemples. Alors je vais vous les montrer dans la deuxième partie de ma présentation. D'abord juste pour présenter comment ça s'est fait. Les artistes qui sont venus, ils n'ont pas fait un projet avant de venir. Ils sont venus dans la forêt à un moment donné où elle avait un état particulier de développement
Et c'est à partir de cet état particulier de développement qu'ils ont imaginé quelque chose. Par exemple, ici, c'était de créer un lien visuel entre le cheminement et le cours d'eau qui était là. Mais l'idée, c'était, bon, aujourd'hui, la forêt est telle qu'elle est. J'ai une idée, elle me donne une idée, je vais réaliser cette idée, mais elle va continuer à se développer. Donc c'est pour ça que les artistes ont eu, enfin ça faisait partie de leur résidence, de revenir l'année d'après et encore l'année d'après pour voir comment la végétation vivante réagissait à ce qu'ils avaient fait. Et en voyant, peut-être, ça allait leur permettre de changer leurs idées ou de développer des idées, de retravailler leur première sculpture forestière en fonction de la réponse de la forêt. Depuis, donc les artistes l'ont fait pendant 3 ans, depuis c'est Eric Svensson, que je vous ai montré tout à l'heure, donc le gestionnaire de la forêt, qui continue à essayer de garder l'esprit de ces projets dans la mesure du possible. Alors, une fois, les projets ont été réalisés sur site et c'est seulement après qu'ils ont été documentés, comme sur les dessins que vous voyez là. Donc, c'est des dessins réalisés après coup, avec en même temps une proposition de gestion dans laquelle les artistes disent aussi peut-être que ce que j'ai proposé, ça ne va durer qu'un temps, parce que la forêt va continuer à se développer et ne va peut-être plus pouvoir fonctionner de la manière dont je l'ai proposé. Et c'est normal. Ce sont des œuvres d'art qui sont vivantes, comme la forêt elle-même, et donc qui vont se transformer et éventuellement être amenées à disparaître. Alors c'est le cas de ceci. Alors ça, je vais y revenir, mais c'était un des endroits les plus forts quand j'y suis allé en 2008 et qui n'existe plus du tout aujourd'hui. Alors, il y a évidemment au fur et à mesure du développement de la forêt, les questions qui se posent, les questions de recherche qui se posent sont différentes. Aujourd'hui, c'est une forêt plutôt bien établie, il y a une partie qui a 40 ans, une partie qui a 30 ans. On se pose la question du sol et de la manière de planter les sols, qui demande dans toute une connaissance horticole et écologique, mais qui est utilisée aussi pour voir comment créer des ambiances différentes dans ces boisements. C'est aussi donc un site qui se trouve sur le campus d'une université, donc il est utilisé par les étudiants. Alors il y a différentes choses, il y a ici donc des étudiants qui participent à des vagues, des moments de plantation, ici des étudiants qui utilisent du matériau issu de la forêt elle-même, par exemple quand des arbres ont été coupés pour aménager quelque chose, enfin il y a différents exercices qui leur sont demandés. Mais ce qui me semble particulièrement intéressant, c'est ce que vous voyez là-haut, où on demande aux étudiants d'apprendre à observer les arbres avec cette finesse que je vous ai montrée aujourd'hui, qui est un peu la nécessité, avoir ce regard qui permet de penser l'espace de la forêt finement comme projet d'espace. Alors ils sont là à dessiner ce bout de forêt, et en fait dans l'exercice qui leur est demandé, on leur a donné les dessins réalisés l'année précédente par des étudiants comme eux. Donc ils se basent sur ces dessins de l'année précédente pour voir comment, alors là c'est des noisetiers, comment les noisetiers se sont développés en une année. Et ça me semble intéressant pour plusieurs points de vue. Alors d'abord le fait, cet apprentissage du regard et de l'observation fine, mais aussi, c'est pas simplement un exercice qu'on fait une fois puis après on en fait d'autres, c'est clairement un exercice qui s'inscrit dans une longue durée, dans la connaissance, dans le long terme d'une connaissance d'une compréhension de la forêt et de son évolution. Puisqu'ils utilisent les dessins des étudiants de l'année d'avant, qui eux-mêmes utilisaient les dessins des étudiants de l'année précédente, et ils savent que leurs propres dessins vont servir de base aux étudiants suivants. Donc, ils sont engagés dans un processus qui est un processus, même à l'échelle peut-être d'une génération, enfin, un processus qui est au-delà juste d'un moment individuel de cette expérience à ce moment donné où ils font le dessin. Donc je pense que ça c'est quelque chose de vraiment très important, de se dire que ce que l'on fait, et même ce que l'on fait en tant qu'étudiant, peut s'inscrire dans une vision plus large de ce que c'est que de connaître le milieu naturel, ici, à travers cette forêt particulière. Alors un autre exemple, je voulais en parler rapidement, ce n'est pas un arbre, mais c'est un lieu qui a aussi une trentaine d'années, qui a été conçu avec une vision similaire, mais à une problématique différente. Ici, c'est un nouveau lotissement à côté d'une petite ville dans le nord du Danemark, et l'idée était de faire un lotissement dans la forêt.
Donc, dans le travail de préparation, on a commencé par planter ce qui allait devenir la forêt avant de construire les maisons. Et donc déjà, c'était un moment, une manière de faire des expériences. Comment créer une forêt? Alors, on va planter des petits plants, ou peut-être quelques arbres plus âgés et puis d'autres des petits plants. On va les planter proches les uns des autres ou régulièrement. Quelles sont les manières de planter qui permettent d'arriver le plus vite possible à un espace qui donne l'impression d'être une forêt, une jeune forêt, mais qui nous fait penser à une forêt? Alors là aussi, il y a des expériences qui ont marché rapidement, d'autres qui ont mis plus de temps à s'installer, mais c'était une des questions qui s'était posée au début. Mais ensuite, il y a eu une autre chose qui a été mise en place. Donc la forêt, c'est une forêt communale, et les maisons, donc il y a des maisons privées, donc il y a la maison, derrière il y a un petit jardin, et derrière le jardin, il y a la forêt communale. Et donc il y a eu un règlement qui a été mis en place, où sur les 5 premiers mètres de la forêt communale, les propriétaires des maisons et des jardins pouvaient aussi travailler un peu la forêt. Ils pouvaient éventuellement couper quelques arbres, ils pouvaient tailler quelques arbres, donc il y avait quand même des limites, mais ils pouvaient s'approprier 5 mètres de forêt, en faire une partie de leur jardin. Et ça a mis en place une sorte de dynamique entre jardin et forêt, entre privé et public, entre d'ailleurs différentes propriétés privées qui devenaient partie d'un même groupe à travers leur gestion de la forêt publique, qui a mené, entre autres, par exemple, à un vrai des projets collaboratifs où les habitants ont participé, à côté des concepteurs, à l'aménagement, par exemple, de chemins à l'intérieur de cette forêt qui permettait de relier les différents groupes d'habitation entre eux. Voilà, alors ça, c'est quelques-uns des principes généraux que je voulais vous présenter. Et pour finir, mais ça va prendre encore un peu de temps quand même, j'aimerais nous promener dans cette forêt. Alors, comme je vous l'ai dit, j'y suis allé la première fois en 2008. J'ai été fasciné. Et je suis parti en me disant que je veux comprendre pourquoi je suis fasciné. Et j'ai eu la chance, 5 ans plus tard, d'avoir une bourse postdoctorale qui m'a permis d'y retourner. Donc la plupart des images, enfin en 2013, en 2014, et puis j'ai eu l'occasion d'y retourner encore depuis. Donc la plupart des images que vous allez voir sont issues de ces premières périodes de visite. Alors en 2008, c'était la découverte totale, j'ai pris quelques photos. En 2013, évidemment, c'était une découverte très systématique. J'ai pris énormément de photos de chacune des parcelles. Et puis, il s'est trouvé, évidemment, qu'il y a certaines photos qui correspondaient à celles que j'avais prises en 2008. Et ici, en comparant ces 3 photos, eh bien, ça me permet de vraiment mettre en lumière le fait que quand on réfléchit au jardin, au paysage, on doit le faire à différentes échelles temporelles. Évidemment, il y a l'échelle des années, dont j'ai déjà parlé. Les plantes grandissent. Donc vous voyez ici en 2008, alors ça c'est l'allée de noisetiers que j'ai rapidement mentionné tout à l'heure. Vous voyez en 2008 que les noisetiers ne s'étaient pas encore rejoints. En 2013, ça y est, leurs branches se sont rejointes. Donc là vous voyez l'échelle du développement au cours des années. Il y a évidemment l'échelle de l'année avec l'évolution des saisons. Vous voyez ici des photos. Alors une photo, j'étais venu au mois de mai, mais c'était un printemps tardif et vraiment qui venait de démarrer et qui a démarré très fortement, comme vous voyez. Il y a 1 semaine de différence entre ces 2 photos. Hiver, début du printemps et fin de l'été. Donc vous voyez là aussi l'évolution des caractéristiques de l'espace en fonction de la saison. Et puis, pour finir, l'échelle temporelle de la promenade. Encore une fois, c'est ça qui détermine l'expérience, détermine, c'est un peu fort, mais qui propose l'expérience que l'on peut faire de ces espaces. Alors, je vais vous montrer quelques-uns des endroits. Alors, il y en aurait beaucoup plus. Moi aussi, je pourrais parler plus longtemps. Mais donc, je vais vous en présenter juste quelques-uns. Et je voudrais vous montrer, avec cet exemple, par exemple, ici, à quel point un aménagement très simple peut en même temps proposer des expériences très fortes. Alors ici, vous voyez 2 photos prises dans 2 parcelles où dans chacune, il n'y a qu'une seule espèce. Ici, donc c'est des bouleaux. Ici, c'est des merisiers. Les 2 parcelles se trouvent côte à côte. Alors vous voyez les bouleaux, ça pousse très vite et ça a un feuillage très léger. Donc vous voyez, c'est très, très haut et il y a ce côté très, très agréable, très fort avec les troncs blancs et puis la légèreté de l'ombre des feuillages. À côté,
les pruneliers qui ont poussé plus lentement, qui gardent leurs branches mortes, même au début du tronc, donc qui créent un espace qui est moins ouvert que celui des bouleaux, mais qui a une luminosité particulière aussi grâce au gris des troncs. Alors, deux ambiances particulières et qui se trouvent l'une juste à côté de l'autre. Donc, quand on le parcourt, on passe de l'une à l'autre. On passe à côté du dernier tronc des merisiers et on arrive à côté du premier tronc des bouleaux. Et c'est un changement, c'est comme un coup de gong au milieu d'une pièce de musique. Soudain, c'est une transformation absolument, très forte, très intense et très soudaine et inattendue. Même si on voit au loin qu'il va se passer quelque chose, c'est vraiment un moment expérientiel inattendu. Et pour renforcer ça, en fait, dans ce chemin qui est ici perpendiculaire aux allées de merisiers, qui continue ici perpendiculairement aux allées, aux alignements de bouleaux, eh bien, il y a juste un petit mouvement comme ça, une sorte de petit mini-S, pour que même à travers notre mouvement corporel, en tant que promeneur, on ressente la différence, l'événement qui se passe quand on passe d'un des espaces au suivant. Alors, je voulais revenir au bouleau. Tout à l'heure, je vous ai montré un chemin qui passe entre des bouleaux de manière un peu irrégulière. Ici, vous avez un chemin qui est parallèle à l'alignement des bouleaux. Donc, évidemment, les bouleaux, l'alignement apparaît très fortement, le rythme des troncs des bouleaux apparaît très fortement. Encore une fois, c'est une volonté. On peut faire un chemin qui passe comme ça à travers les lignes, ou on peut faire un chemin qui est parallèle aux lignes. Et même ici, vous êtes sur ce chemin, mais si vous regardez sur le côté, eh bien vous voyez ça, les lignes ont complètement disparu. Donc on a souvent cette vision que les lignes droites sont ennuyeuses, mais elles ne le sont pas parce qu'elles offrent aussi la possibilité d'autre chose. Elles offrent la possibilité de disparaître dans la manière dont on aménage le parcours et le regard que l'on peut avoir sur elles. Et donc ici, un autre exemple, vous voyez 6 espèces plantées ensemble, plantées en ligne régulière, distance de plantation similaire. Aujourd'hui, on ne voit plus du tout les lignes. Même si on sait qu'elles sont là, on n'arrive pas à les percevoir. Et le chemin lui-même est fait de telle sorte que ça disparaît. C'est un chemin qui aussi passe un peu en courbe, en sillonnant entre les arbres. Alors, on va quitter cet endroit. On arrive dans une autre parcelle. Alors ici, 2 espèces, frêne et mélèze, qui poussent tous les deux très rapidement. Donc, ils ont formé tous les deux des arbres très hauts. Ça fait comme une sorte de colonnade. Le chemin est dessiné parallèlement aux alignements d'arbres. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un traitement différent des 2 côtés du chemin. De ce côté-ci, vous voyez de l'herbe. En fait, vous pouvez facilement quitter le chemin. Il n'y a pas d'interdiction. C'est un endroit qui vous invite à entrer dans cette colonnade. C'est ce que vous voyez à droite. À gauche, vous voyez ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc les arbres perdent leurs branches basses, et puis parfois, il y en a certains qui sont un peu taillés. Donc, toutes ces branches basses qui sont tombées par terre ont été nettoyées, ramassées et mises de l'autre côté. Et donc ici, on se trouve dans la même forêt, on est au milieu de la même parcelle. Le chemin traverse la parcelle au milieu. D'un côté, on a une colonnade qui nous invite à entrer, et de l'autre côté, ce serait la même colonnade, enfin c'est les mêmes arbres, mais on a l'impression d'être à côté d'une forêt impénétrable. Et la seule différence, c'est le traitement du sol. Alors cette forêt a un autre aspect qui joue aussi là-dessus. Ici, vous avez l'impression, donc vous regardez entre les arbres, et puis vous ne savez pas jusqu'où continue cette parcelle. Vous n'en voyez pas le bout. Par contre, de l'autre côté, il y a un endroit où vous voyez très clairement le bout de la parcelle. Il y a des arbres. Au-delà, il y a un grand espace ouvert. Il y a la lumière qui pénètre. Donc, clairement, vous savez que vous êtes arrivé à la limite de la parcelle. Vous le découvrez depuis longtemps. Et en fait, là aussi, c'est une solution en sens toute simple, mais qui crée des expériences spatiales profondément différentes. Bien, c'est le fait que, devant cette partie-là, on a planté une haie, et puis, devant cette partie-là, non. Donc, il y a une partie où il y a la relation directe à ce qui est au-delà de cette parcelle forestière, et l'autre partie où la partie forestière semble être isolée et pas infinie, mais
On ne sait pas où elle se termine, sans limite clairement perceptible. Alors tout à l'heure, à propos des bouleaux, je vous ai parlé des rythmes. Et là, je voudrais revenir sur un autre exemple de rythme. Alors c'est une parcelle où il y a deux espèces, une qui pousse vite et une qui pousse moins vite et qui supporte d'être à l'ombre de celle qui pousse vite. Alors en fait, il y a plusieurs espèces qui ont été plantées avec cette idée. L'espèce qui est en sous-bois, c'est les hêtres. C'est une espèce qui supporte bien, les jeunes hêtres supportent bien de se développer lentement, mais de se développer quand même en sous-bois, à l'ombre d'arbres plus élevés. Et puis ici, l'arbre plus élevé, c'est l'aulne. Ils ont été plantés en rangées alternatives, une rangée d'aulnes et une rangée de frênes. C'est ce que vous voyez ici, avec le chemin qui passe entre deux rangées d'arbres. Et donc, on se trouve dans quelque chose, un sentiment un peu étrange. Alors, les zones, comme ils ont déjà bien grandi, ils ont commencé à être éclaircis, c'est-à-dire que tous les seconds arbres ont été coupés. Et donc, on se trouve dans un endroit où on est, d'un côté, on a un rythme comme ça, et de l'autre côté, on a un rythme comme ça. Donc, on longe deux rangées d'arbres, avec des rythmes différents. Et c'est une expérience très étrange. C'est pas souvent qu'on rencontre ce type d'allée. En général, quand on crée un rythme, on essaie de créer le même des deux côtés. Ici, ça donne l'impression d'être un peu déséquilibré, mais c'est très intéressant parce que c'est une expérience étonnante et rare. Alors le chemin, dans cette partie-là, longe les alignements d'arbres et puis il tourne de 90 degrés. Et là, on se trouve dans un endroit où on passe entre les petits arbres et les grands, et les petits et les grands. Donc c'est un nouveau rythme qui cette fois est proposé, qui est peut-être moins déstabilisant que ce que l'on voit aussi, mais c'est un rythme en lui-même intéressant. J'ai une autre, oui, donc c'est la même parcelle. Alors le chemin ici continue et arrive dans l'une de ces clairières créées par un artiste que j'ai mentionné tout à l'heure. Alors la clairière, on la remarque de loin, parce qu'on est dans la forêt, et puis on voit au loin, entre les arbres, de la lumière. Donc on imagine que ça va être un lieu qui va être une clairière. Et au fur et à mesure qu'on s'en approche, on se rend compte aussi que c'est une clairière qui est une clairière intentionnelle. On voit ici l'entrée dans la clairière avec une ligne de feuillage à peu près horizontale, une ligne de feuillage à peu près verticale. Clairement, c'est une clairière dessinée. Et en général, quand on voit de l'intention humaine, quand on est au milieu de la nature et on voit quelque chose qui montre une intention humaine, c'est quelque chose de particulièrement attirant. Donc au fur et à mesure qu'on s'en approche, on arrive le chemin, arrive ici sur cet arbuste, donc c'est également un frêne, qui est à peu près à cette hauteur-là, à hauteur de buste, horizontale. Et donc la première manière d'approcher de cet espace, d'entrer dans cet espace, dans cette clairière, eh bien, c'est par le regard. On arrive derrière, ici, ce frêne, qui est un peu comme une fenêtre qui ouvre comme une fenêtre sur l'espace qui est au-delà. Donc on a cette première entrée dans l'espace par le regard, et puis ensuite, eh bien, on peut entrer par le corps ici. Je pense que c'est assez rare d'avoir ce type de pensée très fine sur l'organisation d'expériences telles que l'arrivée dans un espace ou même la sortie de l'espace, dans l'autre sens. Mais là, c'est un exemple de l'arrivée. Alors, l'espace lui-même qui a été créé par un artiste, c'est encore une fois une zone où il y a des frênes et des arbres qui poussent vite. Ici, les arbres qui poussent vite, c'est des bouleaux. Ce que l'artiste a proposé, c'est de couper un grand nombre de bouleaux, de telle sorte qu'on ne sente plus les lignes. Il a coupé aussi un grand nombre de hêtres. Il en a laissé un peu plus, mais là aussi de manière irrégulière, on ne sent pas les lignes. Et il a commencé à tailler les hêtres pour leur donner une forme sculpturale. C'était aussi un bel espace. Donc voici l'arrivée, la fenêtre, l'entrée par le regard, puis l'entrée par le corps. Alors voilà, c'était en 2013, et quand j'y suis retourné en 2018, bien voici ce que j'ai vu. La ligne verticale avait disparu, la branche qui créait la ligne verticale avait recommencé à monter vers la lumière. Et en fait, c'est que le forestier jardinier avait peut-être une autre vision pour cette entrée,
En disant, voilà, ici, ça reste encore bas, on a quand même un peu, on devine ce qu'il y a derrière. Ici, peut-être ça va permettre de créer une entrée voûtée pour arriver dans l'espace au-delà. C'est une autre proposition. Intéressante aussi, mais je dois dire que j'ai regretté celle-là, celle du haut. Bon, là, je vais passer, c'est un autre exemple, une entrée dans le même espace depuis un autre côté. Je vais plutôt vous proposer de continuer la promenade. On entre de nouveau dans une autre zone forestière avec cette même plantation double d'un arbre rapide et de frênes plus lents. Et là aussi, on devine, de l'autre côté de cette forêt, qu'il va y avoir une nouvelle clairière. Et on la devine parce qu'on voit des lignes horizontales d'ombre et de lumière. Donc clairement, c'est des lignes parallèles, encore une fois, créées par l'intention humaine. Et on entre, et voici ce qu'on trouve. Alors c'est un espace où cette fois les arbres rapides, c'est des mélèzes, les arbres bas, c'est encore des frênes. Ce que ici l'artiste a décidé de faire, c'est de couper un grand nombre de mélèzes, en garder quelques-uns quand même, mais ça permet l'entrée de la lumière. Par contre, elle a décidé de garder les alignements de frênes et de les tailler un peu comme des nuages, et puis de temps en temps de tailler des portes à l'intérieur, ce qui permet de traverser cet espace, alors soit en longeant les lignes de frênes, soit en passant entre eux. Voilà, je vous montre juste quelques photos. Encore une fois, difficile, c'est des espaces assez petits, c'est difficile de rendre la richesse des lieux, mais peut-être vous arrivez à le percevoir. Et voici, en hiver, comme les hêtres sont marcescents, c'est aussi très beau en hiver. Alors voici ce carré que je vous ai rapidement montré la dernière fois, qu'on appelle le carré de Dana, puisqu'il a été créé par une paysagiste stagiaire qui s'appelait Dana. Alors ça se trouve dans une partie du laboratoire de paysage qui est une plantation avec une seule espèce, seulement des frênes. Et donc les frênes, ça crée des forêts très denses et très sombres. Et alors là aussi, c'est les mêmes que tout à l'heure, mais il n'y a que des frênes, donc ils ont poussé plus rapidement, plus vigoureusement que ceux qu'on a vus tout à l'heure. Et ils créent un environnement extrêmement sombre. Et dans cet environnement sombre, eh bien, la paysagiste a décidé de couper quelques-uns des frênes pour créer un carré qui est resté libre. Elle a taillé les feuillages des arbres pour que même en hauteur, on se trouve comme avec des murs carrés. Et puis, à l'intérieur, a été rajouté des cailloux clairs pour renforcer l'effet de lumière. Et c'était quelque chose d'extraordinairement puissant. Quand j'y étais en 2008, je dirais c'était presque un peu comme le Panthéon avec ce carré en Panthéon, donc c'est le cercle de lumière qui entre ici, ce carré de lumière très forte qui entrait dans cette forêt sombre, c'était quelque chose de quasi spirituel. En tout cas, c'était le lieu le plus fort de la visite du laboratoire du paysage en 2008. Et donc, quand j'y suis retourné en 2013, eh bien, je me faisais un plaisir à l'avance de revenir ici. Mais ce que j'ai trouvé, c'était ça. Et ça, alors, le jardinier m'a expliqué, le jardinier forestier m'a expliqué. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce projet a été fait à un certain moment. L'arbre avait une certaine hauteur. Les arbres qui faisaient la limite du carré avaient aussi la même hauteur que tous les autres. Ceux qui étaient à la limite du carré ont continué à être taillés au cours des années, les autres ont poussé. Alors tant qu'il y avait des instruments assez longs pour arriver à tailler le feuillage de ceux qui poussaient derrière, eh bien ça a continué à former des murs de feuillage, mais au bout d'un moment, ces frênes qui ont continué à pousser, eh bien ils ont fini par dépasser la hauteur de l'instrument qui permettait de les tailler, et comme il y avait de la place, eh bien, ils ont commencé à occuper la place par-dessus, comme vous voyez sur le dessin ici, et donc l'effet a disparu. Alors, c'était là où la créatrice de cet espace avait dit que ça allait durer à peu près 10 ans. Et en effet, ça a duré à peu près 10 ans. Donc le jardinier s'est dit, bon, je peux tout simplement abandonner la chose, ou je peux profiter de ce qui est déjà là pour essayer de créer autre chose. Et donc, ce qu'il a proposé, c'est de couper encore un carré d'arbres tout autour et de transformer cet espace dans lequel on pénétrait en un espace dans lequel on ne pénétrait pas avec des plantations, mais au contraire, on en faisait le tour. Alors ça a marché, 1 année, 2 années, c'était moins fort que ce qui existait précédemment, mais c'était quand même un lieu particulier de cette forêt. Mais bon, aussi, avec le temps,
la même chose. Les arbres qui étaient sur le pourtour ont continué de pousser. Ils ont occupé l'espace aérien. Et en fait, aujourd'hui, il n'en reste plus rien. Cette fois, le jardinier a décidé d'abandonner les arbres. Et quand on s'y promène aujourd'hui, on ne voit plus rien parce qu'il n'y a plus de lumière qui vient du ciel. Tout ce qu'on peut éventuellement remarquer, c'est qu'il y a quelques arbres qui ont une forme un peu bizarre, mais on ne sait plus tellement pourquoi. Une sorte de ruine végétale qui est là, si on a le désir de le remarquer. Alors, un autre exemple qu'on a, j'ai presque fini, je vais vous montrer encore très peu de choses et puis on arrive à la fin. C'est un endroit donc dans une parcelle qui est plantée de peupliers. Les peupliers poussent vite. Au bout d'un moment, donc c'est le traitement forestier habituel. On fait un éclaircissement, on ne garde que un tronc sur 2 ou un tronc sur 3. Et donc, quand il y a eu un éclaircissement, eh bien, les racines qui étaient restées dans le sol ont fait des rejets. Et en général, dans une gestion forestière normale, on s'intéresse au bois qui reste. Donc, on n'a pas envie que l'arbre dépense de l'énergie à créer des rejets. Donc, en général, on coupe les rejets. Mais ici, comme ce n'était pas le but, Roland Gustafsson et ses collègues ont considéré que c'était intéressant spatialement d'avoir ces quelques gros troncs et autour de ces gros troncs, des petits troncs qui sont en général assez fragiles, qui vivent pas très longtemps, qui commencent à tomber dans tous les sens. Donc ça fait un peu comme une forêt Mikado. Et donc voilà, ils avaient gardé ça et il y avait un chemin qui passait au milieu de cette forêt Mikado. Le jardinier, alors ça c'est la bordure extérieure de cette parcelle, et le jardinier a une idée, il l'a fait en 2013, en hiver 2013, donc juste avant que je revienne à Anarp, eh bien il a fait ça. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit qu'il allait couper certains des rejets, conserver certains des rejets, et puis enlever le feuillage bas des rejets conservés. Et il a créé cette espèce de, je ne sais pas, des alignements de ces troncs extrêmement fins, avec une blancheur soyeuse, qui réagissait à la lumière. C'était une couleur toujours un petit peu différente, avec les différentes qualités de lumière. C'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Et c'est devenu le lieu favori de cette forêt. Par ailleurs, ce campus est ouvert, donc c'est une forêt publique, et des gens viennent depuis Malmö ou les autres villes et villages environnantes pour s'y promener, et c'est devenu un des lieux favoris pour faire des photos de mariage. Alors là aussi, juste quelques autres images, c'était vraiment magnifique. Mais bon, là aussi, la vie continue, les brins ont continué à se développer, ils ont grossi, ils se sont craquelés. Et ça n'a plus aujourd'hui la qualité que ça avait en 2013. C'est encore intéressant, mais ça n'a plus cette même qualité, cette même pureté physique, graphique qu'avaient les brins en 2013-2014. Alors c'est quand même, vous le voyez, ça c'est la photo de couverture. Vous voyez bien que c'est quand même un endroit intéressant et assez particulier. Mais ce n'est plus tout à fait la même chose. Alors juste pour finir, il me semble que cette manière de faire le jardin, de faire du paysage, c'est peut-être une certaine forme utopique d'imaginer un dialogue spatial entre l'homme et les plantes. Alors ce n'est pas absolument unique. Ça rejoint les idées de Gilles Clément sur le jardin en mouvement. Ça rejoint peut-être des méthodes de faire le jardin ailleurs, même au Japon. Par exemple, au Japon, ce serait un des exemples, je n'aurai pas le temps de vous le montrer, mais au Japon aussi, la taille des arbres pendant parfois des siècles, c'est une taille qui répond à ce que les arbres proposent. Donc c'est un vrai dialogue entre arbres et jardiniers. Mais c'est une manière qui demande une certaine modestie de la part des hommes, une attention, un désir de connaître et de comprendre pour continuer à proposer des nouvelles formes de qualité spatiale en collaboration avec la végétation. Et pour finir, je voudrais juste vous lire un paragraphe que j'ai écrit sur Anarp et qui me semble, qui rejoint ce que je vous disais au début. Il me semble pour moi que c'est un projet qui a aussi un aspect éthique très fort, parce que c'est un travail donc réalisé depuis plusieurs décennies qui me semble pour moi s'appuyer sur un postulat ambitieux et peut-être utopique. C'est-à-dire que si on offre à l'expérience quotidienne des hommes, donc de la société, des paysages plus diversifiés et plus complexes, cela encouragerait le développement d'une perception plus riche de l'espace et du paysage, qui sont les prémices nécessaires peut-être à une gouvernance plus durable des territoires, qui est une question qui est tout à fait d'actualité. Voilà, je vous remercie pour votre attention.